Jonathan Hoffman était un jeune garçon de 17 ans. Ses parents avaient décidé de déménager dans un autre état, mais lui était vraiment très malheureux de quitter ses amis. Il a alors pris la décision avec sa famille de partir vivre chez sa grand-mère maternelle car elle habitait dans sa ville natale. Malheureusement sur place, il va prendre de bien mauvaises décisions. Et au final, sa grand-mère va décider de le punir de la plus horrible des façons. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Jonathan Hoffman, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle histoire, une nouvelle affaire qui est vraiment horrible je trouve. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que je trouve cette histoire extrêmement surprenante et dans cette histoire, personne, je dis bien personne, n'aurait pu prédire qui aurait bien pu faire du mal à Jonathan. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront et merci du plus profond de mon petit cœur à tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Aussi, si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Jonathan Hoffman est né en 1995 et a grandi aux États-Unis, dans l'état du Michigan, dans la ville de Pontiac. Il a grandi avec sa mère, Jennifer, ainsi que son père, Michael, et il avait également une petite sœur qui, elle, s'appelait Jessie. Pour vous parler un petit peu plus de lui, Jonathan a toujours été vu comme quelqu'un de très drôle. Dès son plus jeune âge, il faisait plein de blagues à son entourage et tout le monde savait que les moments passés avec lui étaient vraiment amusants. À l'école, tout se passait bien également. D'ailleurs, un des garçons qui était à l'école primaire ou début secondaire avec Jonathan s'est exprimé et a expliqué que les meilleurs souvenirs qu'il avait de sa scolarité à ce moment-là, c'était des moments passés avec Jonathan. C'était en soi l'enfant qui donnait envie aux autres élèves d'être en classe. Vraiment, il apportait la bonne humeur, il faisait un petit peu de blagues, mais il respectait aussi le professeur. C'était en soi un très bon élève dans tous les sens du terme. De plus, il a toujours été vu comme un garçon vraiment cool. Par exemple, ses autres amis, les autres étudiants, avaient toujours l'habitude de chercher des habits un peu de marque, un peu habillés. Mais le jeune, lui, préférait clairement porter un t-shirt blanc et un pantalon de survêtement gris. Pour vous dire, ses proches avaient même inventé l'expression Jonathan Style, donc en gros un peu le style Jonathan à la manière de Jonathan, pour dire quand on fait comme ça veut dire qu'on le fait de manière cool. Par cool, je veux dire assez décontracté, parce que clairement c'était un jeune homme qui se prenait pas du tout la tête. Mais bon, toute cette période de joie ne va malheureusement pas durer. En plein milieu de l'adolescence de Jonathan, ses parents vont prendre la décision de déménager et de s'installer dans l'état de l'Arizona, donc quasiment à l'autre bout des États-Unis. Alors je connais pas la raison exacte de ce déménagement. Est-ce que ça a été pour une offre de travail? Est-ce que c'était simplement pour prendre un nouveau départ, changer un peu de vie? Je ne sais pas. En tout cas, ses parents ont décidé de déménager à l'autre bout du pays. Malheureusement, une fois arrivé en Arizona, c'est vraiment là que les problèmes vont commencer. Et d'ailleurs, la petite sœur de Jonathan, qui s'appelait Jessie, va avoir un triste diagnostic. On va en fait la diagnostiquer avec une tumeur cérébrale bénigne, mais malgré tout, elle a dû avoir énormément de rendez-vous médicaux et évidemment, tout ça a énormément stressé la famille. Au final, Jessie a même fini par être hospitalisée et à ce moment-là, eh bien, les parents de Jonathan passaient donc chaque heure de leur temps libre à l'hôpital avec leur fille. Jonathan, de son côté, il restait à la maison. Lui, il devait quand même aller à l'école. Il pouvait pas passer toutes ses journées à l'hôpital. Donc, il était tout seul chez lui. Il essayait de passer son temps libre à essayer de se divertir, il essayait de se faire des amis, mais il voyait bien que les choses avaient réellement changé. De plus, cette situation n'était pas du tout passagère, les traitements de Jessie ont duré des mois, et pendant ce temps-là, Jonathan était d'un côté très inquiet pour sa petite sœur, très inquiet pour ses parents parce qu'ils étaient très stressés, mais il se sentait aussi énormément délaissé. Petit à petit, il a alors commencé à dire que ses anciens amis lui manquaient réellement, qu'il avait besoin d'eux pour vivre toute cette étape de sa vie. Il faut savoir que dans le Michigan, sa vie tournait réellement autour de ses amis. C'était un jeune garçon assez populaire à l'école. Oui, sa vie, c'était ses copains de classe. Donc là, de 1, il était emmené à l'autre bout du monde, il n'arrivait plus à se faire réellement des amis, il vivait une situation familiale très compliquée, donc on peut comprendre qu'il se sentait plus que mal. Les parents de Jonathan, évidemment, se rendaient compte de la situation et eux
aussi se sentaient mal pour leur fils parce qu'ils ne savaient pas du tout comment faire pour que lui aille mieux. Ils ont alors réfléchi un petit moment et ils ont fini par trouver un arrangement. À ce moment-là, donc Jonathan avait 17 ans, il lui restait donc qu'un an pour obtenir son diplôme de secondaire et donc ses parents lui ont proposé de retourner vivre au Michigan pour sa dernière année scolaire. Eux, évidemment, ils comptaient rester en Arizona, leur vie était là, leur fille était hospitalisée dans cet état. Par contre, la grand-mère maternelle de Jonathan habitait encore dans le Michigan. Alors, cette grand-mère, elle s'appelait Sandra Lane, elle avait 74 ans et elle vivait avec un homme qui s'appelait Fred Lane, mais qui n'était pas le grand-père de Jonathan. Je ne sais pas où était le grand-père de Jonathan, s'il était parti, s'il était mort, il n'est pas dans cette histoire, mais en tout cas, Fred, c'est comme son beau grand-père. En tout cas, Sandra, donc la grand-mère, habitait dans le canton de West Bloomfield, dans le Michigan, et ça se situait à moins de 20 minutes en voiture de Pontiac, donc la ville natale de Jonathan. En allant vivre chez sa grand-mère, ça voulait donc dire que Jonathan allait pouvoir revoir ses amis, retourner dans la même école, et vraiment, ça allait énormément l'aider. C'est donc ce qu'il s'est passé, et clairement, Jonathan était plus que ravi de retrouver ses marques. Ses parents venaient le voir dans le Michigan absolument tous les mois et selon eux, leur fils semblait aller beaucoup mieux. Sandra, sa grand-mère, n'avait pas non plus l'air de s'en plaindre et donc au final, la situation semblait s'arranger et tout allait vers le mieux. Mais bon, malheureusement, au-delà des apparences, les choses n'allaient pas si bien que ça. Lors de son retour dans le Michigan, Jonathan n'était clairement pas très heureux dans sa vie, il se sentait perdu, triste et malheureusement, il est tombé dans la drogue. Oui, on aurait pu croire que en retournant dans le Michigan, en retrouvant ses amis, en retrouvant ses marques, il allait de nouveau aller mieux, mais malgré tout, il avait quand même vécu des traumatismes, il n'avait pas été dans des bonnes conditions psychologiques et tout ça, ça s'efface pas du jour au lendemain et donc il y a eu des conséquences. Il a alors commencé à tester différentes drogues et évidemment à cause de ça, il a eu des problèmes avec les forces de l'ordre. Pour vous donner un exemple, un jour, il a consommé des champignons hallucinogènes et il a semblé avoir une très mauvaise réaction, en soi ce qu'on appelle un bad trip. Après avoir pris ces champignons, il se sentait vraiment mal, il avait l'impression limite qu'il allait mourir et donc dans la panique, il a pris la décision d'appeler lui-même la police. Évidemment, suite à ça, ses proches ont été prévenus, mais en soi, c'était une assez bonne chose parce qu'à présent, la famille de Jonathan savait qu'il souffrait d'addiction et donc grâce à ça, ils ont pu lui parler et entamer une discussion avec lui. Jonathan, de son côté, se sentait extrêmement mal. Cet appel à la police, ça avait été comme la chose un petit peu en trop pour lui. Et donc, il s'était excusé auprès de ses parents, avait exprimé pas mal de regrets et il avait même fait une publication sur les réseaux sociaux pour dire qu'il regrettait beaucoup de ses actions. Donc là, il a semblé avoir un déclic, les choses se sont réellement calmées, il a arrêté de consommer, mais malheureusement, cette accalmie n'a duré qu'un temps. Quelques mois plus tard, la police va alors à nouveau sonner au domicile de la grand-mère de Jonathan. En fait, ce jour-là, des agents de quartier avaient croisé Jonathan dans la rue et ils avaient remarqué qu'il semblait avoir un comportement étrange. Ils avaient alors essayé de lui parler, mais il semblerait que Jonathan avait assez mal réagi. Je dis pas qu'il a été violent avec la police, on n'a aucune trace de ça, mais en tout cas, il a commis une mauvaise réaction. Selon les archives de la police, aucune arrestation n'a eu lieu ce jour-là, donc c'est que les choses n'ont pas été très très loin et que Jonathan a fini par se calmer. Mais malgré tout, il était mineur et donc suite à cette altercation, la police a été voir la grand-mère de Jonathan pour l'avertir de la situation. D'ailleurs, après cet événement, Jonathan va encore une fois avoir des ennuis avec les autorités et a été accusé de possession de substances illicites. En soi, suite à ça, il aurait dû être incarcéré parce que ce qu'il a fait était illégal, mais sans doute il n'y avait pas assez de place en prison, donc on l'a laissé en liberté conditionnelle. Quand je dis conditionnelle, c'est parce qu'évidemment, il y avait des conditions. Les conditions étaient qu'il ne possède plus de substances illicites sur lui et qu'il n'en consomme plus. Pour s'en assurer, Jonathan devait se présenter chez un médecin assez régulièrement pour faire des dépistages de drogue dans ses urines. En soi, s'il respectait ces conditions, il n'aurait plus de problème avec la justice et en soi, il semblait assez déterminé à les respecter. Par contre, la réaction des grands-parents face à ça reste quand même un élément assez flou dans l'enquête. Mais de ce qu'a raconté Sandra, donc la grand-mère de Jonathan, elle se sentait totalement impuissante face à cette situation. Elle avait 74 ans, elle avait plus comme les épaules ni la tête pour gérer ce genre de choses. Et donc, elle savait pas du tout quoi faire pour essayer de raisonner Jonathan. Toujours selon elle, elle aurait également supplié sa fille, donc la mère de Jonathan, pour qu'ils repartent vivre chez eux en Arizona.
Mais bon, elle dira que malgré ça, Jonathan était resté vivre chez elle et donc suite à ça, elle aurait développé une dépression. Bon, ça c'est ce que Sandra a dit dans l'absolu. On verra un petit peu plus tard avec l'enquête que cette parole peut être remise en question. Clairement, on va voir que la situation était loin d'être claire, loin d'être stable. Et d'ailleurs, tout ça va mener vers un terrible drame. Plongeons-nous alors dans la journée du vendredi 18 mai 2012. Ce jour-là, Jonathan devait se rendre chez le médecin pour passer l'un de ses tests de dépistage de drogue. C'était la routine et il commençait à y être habitué, mais cette fois-ci, son test sera positif. Les résultats ont démontré qu'il avait consommé récemment de la marijuana synthétique, donc faite à base de produits chimiques qui imitent les effets du THC. Je sais pas vraiment comment Jonathan avait prévu de s'en sortir, mais évidemment, ses grands-parents vont être mis au courant. Donc après ce dépistage, il est rentré chez lui et à ce moment-là, Fred, donc le mari de sa grand-mère, était absent, il n'était pas du tout dans la maison. Par contre, sa grand-mère, elle, était là. Bon, vous allez voir, à partir de là, c'est très flou. Je peux pas vous dire exactement ce qu'il s'est passé. On en saura un peu plus tard au moment de l'enquête. Mais je vais vous dire en gros ce qu'il semble s'être passé, en tout cas en apparence. En fait, dans la soirée du vendredi 18 mai, le 911 va recevoir un appel de Jonathan. Au téléphone, on pouvait l'entendre crier de douleur, il semblait totalement paniqué. La première phrase qu'il dira sera alors « Je viens de me faire tirer dessus ». Lorsque l'opérateur du 911 demandera comment est-ce que ça s'était passé, Jonathan répondra alors « Ma grand-mère m'a tiré dessus ». Et il répétera ensuite « Ma grand-mère, je vais mourir, au secours ». Cet appel au 911 est extrêmement touchant, surtout que tout au long, Jonathan semble vraiment être en train de s'accrocher à la vie. Il va même expliquer qu'il avait reçu une balle directement dans la poitrine, donc clairement, il le savait, il était entre la vie et la mort. L'opérateur au téléphone va essayer de le rassurer et lui a alors dit que les secours étaient en route. Mais bon, on se rend bien compte qu'à ce moment-là, pour Jonathan, chaque minute semblait se transformer en heure. Il luttait pour respirer, il haletait et chaque fois qu'il essayait de parler, ses mots se transformaient en une sorte de gargouillement. L'opérateur est malgré tout resté au téléphone en attendant l'arrivée des secours et pendant 2 minutes, plus personne ne parlera. On imagine donc que Jonathan n'avait plus vraiment la force de communiquer, simplement il restait bien en ligne pour être sûr d'avoir toujours les secours au bout du fil. Mais voilà, au bout de 2 minutes totalement silencieuses, l'opérateur du 911 va entendre de nouveaux coups de feu retentir. La grand-mère de Jonathan avait en fait passé un petit peu de temps à recharger son arme de poing et là, elle était revenue de plus belle tirer sur son petit-fils comme si elle voulait l'achever pour de bon. Jonathan était déjà au sol, il se vidait de son sang mais elle l'est retournée pour vraiment être sûre qu'il soit mort. Entre 2 coups de feu, Jonathan s'est adressé à l'opérateur du 911 et il lui a dit « Je me suis encore fait tirer dessus, aidez-moi s'il vous plaît ». Après ça, l'opérateur va entendre la voix de Sandra, donc la grand-mère au loin, et il va l'entendre dire « Lâche-le, lâche-le ». On ne sait pas de quoi Sandra parlait. Est-ce qu'elle demandait à Jonathan de lâcher le téléphone? Est-ce qu'il avait pris l'arme? Est-ce qu'il avait pris quelque chose pour se défendre? Je ne sais pas. En tout cas, quelques instants plus tard, la police va enfin arriver sur les lieux. En arrivant sur place, ils vont alors découvrir Sandra, donc la grand-mère, qui se tenait debout à sa porte. Simplement, elle avait la moustiquaire refermée devant elle. Mais bon, c'était quand même assez clair, elle s'était mise là vraiment pour attendre l'arrivée des autorités. En plus de ça, elle tenait encore son fusil, un Glock 17, dans sa main. En tout cas, dès que la police est arrivée à sa hauteur, elle a immédiatement dit « J'ai assassiné mon petit-fils » et elle a laissé tomber son arme. La police l'a ensuite menottée et elle a été emmenée au poste de police. Sinon, en entrant dans la maison, les agents vont eux retrouver Jonathan allongé face contre terre. Il portait simplement un short de sport et des chaussettes et il présentait de multiples blessures par balle. Il avait perdu beaucoup de sang, mais il était toujours en vie, bien que son pouls était très faible. Il a alors été transporté d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement il est décédé dans l'ambulance et son décès a été constaté dès son arrivée. Pour ce qui est de Fred Lane, donc le mari de la grand-mère de Jonathan. Il était, comme je vous l'ai dit, absent de la maison au moment où tout ce drame s'est passé. Donc quand il est rentré, il a juste vu la police, l'ambulance chez lui et on lui a expliqué ce qu'il s'était passé. Il était alors extrêmement choqué, il avait du mal à comprendre la situation et d'ailleurs, comme il avait un âge assez avancé, il a été emmené
emmenée à l'hôpital pour vérifier que tout allait bien. En parallèle, Sandra, donc la grand-mère, a été emmenée au commissariat. Sur place, elle va encore une fois reconnaître les faits, mais elle va directement dire qu'elle avait fait ça par légitime défense. Bon, malgré tout, elle sera accusée de possession d'une arme à feu dans le cadre de la perpétration d'un crime ainsi que de meurtre ouvert. Ça veut donc dire qu'elle pourrait très bien être reconnue coupable d'homicide au premier degré, donc un homicide volontaire et préparé, que d'un homicide au deuxième degré, donc effectivement si on reconnaissait la légitime défense. Ça, eh bien, ce serait au jury de le déterminer au moment du procès. Au niveau de l'enquête, une équipe de policiers va rester présent dans la maison de Sandra et ils vont procéder à une fouille. Sur place, ils vont alors retrouver des traces de sang sur les 3 étages de la maison, prouvant que Jonathan avait essayé de fuir et avait perdu du sang un petit peu partout. De plus, on retrouvera 10 douilles de fusil, ce qui prouvait donc que sa grand-mère avait tiré à 10 reprises. Donc déjà, rien que ça, c'était quand même une preuve qu'on était assez loin au final de la légitime défense, parce que quelqu'un qui veut se défendre tire une fois comme pour arrêter l'autre, elle ne recharge pas son fusil et elle ne va pas tirer encore et encore pour être sûre que l'autre soit bel et bien mort. Aussi, une autopsie du corps de Jonathan a eu lieu et le médecin légiste a alors déterminé qu'il avait reçu 5 balles dans le corps. 3 de ces balles se trouvaient dans sa poitrine, une autre se trouvait un petit peu plus bas et il en avait une 5e dans son bras gauche. Clairement, l'endroit où il avait reçu les balles, c'était des endroits mortels et ça se voyait que sa grand-mère avait visé là dans le but de le tuer encore une fois. Un procès va finalement s'ouvrir et dans un premier temps, eh bien, je vais vous parler de la défense de Sandra. Elle va alors expliquer à quel point elle avait eu du mal à gérer tous les problèmes d'addiction de son petit-fils. Elle va continuer à dire qu'elle avait supplié les parents de Jonathan de le reprendre mais qu'ils n'avaient rien fait. Selon elle, Jonathan était sujet à des excès de violence depuis qu'il consommait et qu'elle avait réellement peur de lui. Elle dira également que ça faisait déjà des longs mois qu'elle avait vraiment peur que les choses dégénèrent encore plus et deviennent même incontrôlables. En gros, ce qu'elle dira, c'est qu'elle avait soi-disant peur pour sa vie, une grosse peur depuis déjà très longtemps et qu'elle n'avait pas réussi à gérer cette situation, qu'elle ne savait pas comment faire. Selon elle, elle n'arrivait pas à raisonner Jonathan et la seule manière de faire pour qu'il l'écoute était de le menacer avec une arme. Sandra va également parler du jour du drame et selon son récit, après que Jonathan ait été testé positif à la marijuana synthétique, il serait rentré à la maison et avait commencé à paniquer en pensant qu'à cause de ça, il allait être emmené en prison. En soi, c'était possible parce qu'il avait brisé les termes de sa liberté conditionnelle, mais bon, je sais pas si vraiment il aurait été en prison. Quoi qu'il en soit, dans la panique, il aurait donc agressé sa grand-mère et aurait exigé qu'elle lui donne sa voiture pour qu'il puisse quitter la ville. Sandra expliquera avoir refusé et que suite à ça, Jonathan se serait montré extrêmement violent avec elle. Donc au final, elle dira que c'était pour se défendre qu'elle avait pris son fusil et qu'elle lui avait tiré dessus à 10 reprises. Bon, clairement je vous le dis, mais pour l'accusation, son récit était monté de toutes pièces. Déjà, ils vont expliquer que lorsque Jonathan a été retrouvé, il n'était que partiellement habillé. Il avait un bas de survêtement, des chaussettes, mais c'est tout, il n'avait pas de t-shirt et il n'avait pas de chaussures. Donc déjà, rien qu'avec ça, on se dit que pour quelqu'un qui voulait vite fuir la ville, prendre la voiture, il n'était pas très habillé en conséquence. Enfin, il n'avait même pas mis de chaussures, donc directement la version des faits de sa grand-mère ne colle pas très bien. De plus, comme je vous l'ai dit, on sait que Sandra a tiré 10 fois au total, même si seulement 5 balles ont touché Jonathan. Le fait qu'elle ait tiré 10 fois sur lui et qu'elle ait même pris le temps de recharger son fusil ne colle absolument pas à un récit de légitime défense. Si on tire autant de fois sur une personne, c'est pour le tuer et non pas pour simplement l'arrêter. Surtout que Sandra a passé un examen médical et la police n'a trouvé aucune blessure sur son corps. Donc là encore, ça prouve que Jonathan ne lui avait strictement rien fait. Pour vous dire, Sandra avait évoqué une soi-disant bagarre entre elle et son petit-fils avant qu'elle ne tire sur lui, mais le fait qu'il n'y ait donc pas de blessure sur son propre corps prouve que cette bagarre n'a jamais existé. Il n'y avait aucune trace sur elle qui pouvait même montrer qu'elle avait été empoignée violemment ou quoi que ce soit, juste rien du tout. De plus, rien dans la maison ne suggérait une potentielle bagarre entre les deux. Mais ce n'est pas tout, la police avait aussi très vite compris que Fred, donc le mari de la grand-mère, avait lui aussi inventé une histoire pour essayer de la protéger. En gros, lorsqu'il a été emmené à l'hôpital le jour du drame, il a affirmé que Jonathan n'avait jamais tenté de lui faire du mal. Il précisera bien que c'était ni à lui ni à sa grand-mère. Mais voilà, après coup, il avait finalement changé de version des faits et il avait affirmé que
Jonathan l'avait en fait menacé et lui avait même donné des coups de pied dans l'abdomen. Il déclarera d'ailleurs « Je craignais pour ma vie, j'avais peur pour ma sécurité, alors j'ai eu l'arme ». Donc là en soi, il dit que si il a acheté une arme à feu, c'était bel et bien parce qu'il craignait pour sa sécurité. Alors que là encore, ça colle pas avec ce qu'il a dit directement le jour du drame. Il a défendu son petit-fils et il a bien dit qu'il n'avait jamais été violent avec quiconque. Ce changement de version des faits est là encore extrêmement louche et je trouve même qu'il est particulièrement incriminant. Mais pour terminer, l'accusation va alors donner sa propre version des faits, ce qui selon eux est réellement arrivé et donc ce scénario-là, il colle avec les preuves qui ont été trouvées sur place. Donc là, on pense qu'en apprenant que son petit-fils avait reçu un dépistage positif, Sandra serait rentrée dans une colère noire et aurait décidé de tuer Jonathan parce que pour elle, on ne pouvait tout simplement plus le raisonner ou même le sauver. Elle aurait alors pris son fusil et aurait commencé à tirer sur lui alors qu'il se trouvait au 3e étage de la maison, au niveau des chambres, et sans doute qu'à ce moment-là, il était juste en train de se reposer. Là, on imagine qu'il s'est pris une première balle de fusil et qu'il a donc réagi et qu'il a couru pour sortir de la maison, mais que sa grand-mère a continué à tirer sur lui presque à tous les étages jusqu'au rez-de-chaussée. Ensuite, il se serait donc effondré au sol et dans un dernier espoir de s'en sortir, il aurait appelé les secours, mais malheureusement, sa grand-mère serait revenue et lui aurait tiré dans la poitrine dans le but de l'achever. Par la suite, lors du procès, la mère de Jonathan est venue à la barre et elle a tenu à dire que tout ce qu'avait dit Sandra, donc sa propre mère à elle, était faux. Tout ce qu'elle a dit dans sa déclaration était un mensonge. C'est une narcissique complète et une menteuse. J'aurais aimé avoir des signes de sa méchanceté avant de la laisser avec mon fils. Et puis elle dira également: personne ne penserait jamais que ses parents vont tuer leurs petits-enfants. Elle tiendra aussi à préciser qu'à aucun moment Sandra l'avait appelée pour dire qu'elle ne se sentait pas en sécurité, pour demander que Jonathan reparte vivre en Arizona. Jamais elle n'a eu cette conversation. Donc si on en croit les propres parents de Jonathan, tout ça c'était un mensonge inventé par Sandra. Au final, à la fin du procès, eh bien, le jury a longuement délibéré et ils ont ensuite annoncé qu'ils reconnaissaient Sandra coupable de meurtre au 2e degré. Ils ont donc pris la décision de ne pas la condamner pour un meurtre au 1er degré, ça veut donc dire qu'ils lui ont sans doute trouvé des circonstances atténuantes et qu'ils se sont dit que ça n'avait sans doute pas été prémédité, qu'elle avait fait ça sur le coup de l'impulsion. En tout cas, l'audience de la détermination de la peine a ensuite eu lieu et Sandra a été condamnée à 22 ans de prison. En raison de son âge avancé, il s'agissait donc en soi d'une peine de prison à vie. Voilà, c'est comme ça que se termine cette terrible histoire. Je trouve ça totalement dingue parce que là on parle d'une grand-mère qui assassine son petit-fils, enfin... Oui, on l'a compris dans toute cette vidéo, mais moi ça me choque si fort. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelles sont vos réactions par rapport à tout ça, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez du verdict du jury et de la peine qu'on lui a donnée. Sinon, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!